Dans cette vidéo, je vais présenter le lexique de l'autonomie de la permaculture. En fait, je me suis inspiré des livres de médecine où on parle de symptômes et des plantes qui correspondent. Et là, je vais faire à peu près pareil. Je vais diviser mon exposé en deux. D'un côté, les plantes et d'un côté, les animaux. Et pour chaque plante, associée à une vision d'autonomie ou de permaculture. Donc, c'est-à-dire les plantes qui vont être le plus adéquates pour un domaine donné. Donc, c'est ma vision personnelle. C'est une première version parce qu'il y a tellement à dire. Et ça peut comporter des fautes ou c'est pas exhaustif. Et donc je vais présenter, je vais commencer par la partie plante et en fait il n'y a pas forcément d'ordre. C'est les idées qui me sont venues comme ça. Tout d'abord les plantes qui sont riches en azote et qui sont destinées aux animaux. Donc les PDI c'est utilisé par les tables INRA, ça veut dire protéines digestibles intestinales. Donc les plantes les plus riches au niveau herbagé c'est le trèfle, le sainfoin et la luzerne. Donc en fait c'est les légumineuses. Donc il y a un risque, c'est que les ruminants vont pouvoir faire de la météorisation, c'est-à-dire que les ventres des animaux vont gonfler et un gaz va se mettre à l'intérieur des animaux, donc ça peut être jusqu'à être mortel s'il y a une consommation excessive. Donc les plantes les plus résistantes à la sécheresse, alors pour moi la plante l'une des plus résistantes c'est la luzerne. Elle a des racines profondes et pivotantes. Elle se comporte très bien pour la luzerne. En cas de sécheresse, ça peut être une plante des années à venir si on a de plus en plus de sécheresse, de canicules, conjuguées ensemble. Donc pour le foin et la pâture, j'ai considéré qu'il fallait une association graminées légumineuses pour avoir de l'énergie et des protéines. Donc il y a des plantes qui s'associent bien ensemble, ça peut être la luzerne dactyle, les raigrats anglais et les trèfles blancs par exemple, et ça peut être des mélanges beaucoup plus complexes qu'on va appeler mélange suisse. Donc pour la pâture, les herbes les plus appétantes pour les animaux sont généralement les trèfles blancs et les raigrats anglais. Par contre, le raigras italien sera plus approprié à la fauche, il va monter très vite et il va vite être délaissé par les animaux. Pour la couverture rapide d'un sol, j'ai estimé que le raigras italien était intéressant, il poussait très vite. Le seigle pousse très vite également. Et on m'a parlé parfois de l'avoine qui était semée en même temps que les prairies au mois d'août pour protéger les jeunes pousses contre les coups de soleil. Parmi les herbes les plus résistantes au piétinement, j'ai cité la fétuque élevée, car c'est une plante qui n'est pas forcément la plus appropriée pour les animaux, mais qui résiste très bien au piétinement des vaches, des moutons, des chevaux, qui résiste également au froid et également à l'eau, aux excès d'eau. Parmi les plantes les plus à plus fort rendement et qui est intéressant pour faire un stock hivernal, on a la betterave fourragère. Elle a un rendement important, elle peut servir de base d'alimentation pour la basse-cour, les poules, les oies, les vaches, les lapins. C'est une plante très intéressante avec un très fort rendement. Parmi les plantes du potager très rustiques, notamment au froid, et qui sont faciles à cultiver, on a les choux, les poireaux, les topinambours et les navets. Donc on peut avoir une culture d'hiver avec ces plantes. Donc par exemple les radis noirs ou d'autres plantes, et les navets aussi. Les plantes les plus adaptées pour moi au potager et qui sont vraiment la base de l'alimentation, ce sera la pomme de terre, le chou, le poireau, les épinards, les laitues, les potirons, les haricots, les navets, les radis. Donc je cite des plantes qui peuvent faire une base d'alimentation. Je veux pas citer la patate douce où ça va être beaucoup plus sensible au froid et un stock beaucoup plus dur à manier. Donc il faut quand même avoir une diversité de plantes, hein. Si jamais il y a une maladie, un ravageur qui arrive, il faut avoir plusieurs plantes. Alors maintenant on va parler des protéines végétales, mais directement à la consommation humaine. Donc on va citer le haricot, comme le haricot grain, les fèves, et après des plantes un peu plus difficiles à cultiver seules, comme les lentilles, des plantes plus résistantes, plus sensibles au froid, comme les pois chiches, le quinoa, le soja. Et donc pour l'alimentation et les repas, on parle souvent d'associations graminées légumineuses, notamment c'est la complémentarité des acides aminés essentiels. Donc certaines légumineuses vont manquer de certains et les graminées pareil. Et il y en a quelques plantes comme le chanvre, le quinoa qui ont quasiment toutes les je crois même toutes les acides aminés. Et donc ce mélange, ce couplage de graminées légumineuses, il peut se faire au champ, comme la méthode mille pas où on met des haricots et du maïs, ou dans les repas. Donc même les repas traditionnels de plusieurs siècles. En Amérique latine, c'était essentiellement composé de maïs et d'haricots. Dans les pays du Proche-Orient, Moyen-Orient, on avait la semoule, du blé dur, avec des pois chiches pour les légumineuses. Et selon les pays d'Europe, on avait le pois, d'autres plantes. Dans les plantes sans entretien, pour moi la championne c'est le topinambour. Il a un problème, c'est qu'il attire les campagnols, il est légèrement envahissant, et certaines personnes ont du mal à le digérer.
pour moi, l'arbre indispensable au potager, au verger, ça va être le pommier qui donne des fruits. On peut faire des compotes, des pommes au couteau, on peut faire du cidre, du vinaigre, des alcools forts, et en fin de vie, on peut faire même du bois de chauffage. J'ai fait une vidéo sur les pommiers hein, avec l'usage. Les autres arbres indispensables au verger, j'ai mis une série d'arbres, le cerisier, le prunier, noyer, châtaignier, poirier, cognacier, figuier, abricotier. Et là, je vais tester cette année le néflier, l'argousier, la mélanchier, le cornouiller. Et en fait, il y a certains arbres qui ne font pas dans toutes les régions, sur tous les sols. Par exemple, chez moi, le châtaignier ne réussit pas. Le noyer il marche très bien chez moi. Alors après, il faut s'adapter à sa région, au froid, au chaud, à l'argile, au limon, aux excès d'eau, au manque d'eau. Et ça, il faut s'adapter. Au niveau de la vigne, elle peut servir pour faire du vin, du vinaigre, des raisins de table. Donc parmi les variétés les plus intéressantes, on a la vigne américaine, car elle est très résistante aux maladies. Elle a été interdite dans les années 40-50, je me souviens plus la date. Et là, elle est en cours de réintroduction. Alors je sais pas si elle est encore interdite ou pas ces dernières années. Mais c'est une vigne très rustique. On a des vignes résistantes qui nécessitent peu de traitement ou pas de traitement de bouillie bordelaise, comme la vigne Perdin qui a été développée par l'INRA. Parmi les arbres importants pour l'alimentation qu'on peut trouver, pour moi je citerai le châtaignier. J'ai mis le noyer, mais le châtaignier est très intéressant. Et il a été une alternative des fois quand les céréales ont manqué dans le passé. Les plantes pour la confection de l'huile, alors j'ai noté la noix, le lin, l'olive. Alors l'olive, elle ne peut pas se cultiver partout. L'olivier, il se cultive pas partout en France. Le colza, le tournesol. Il y a des plantes qui sont plus faciles à faire de manière individuelle. Par exemple, moi je fais mon huile de noix. Je vous ferai une vidéo dessus. Et c'est plus difficile de battre son colza, de séparer, de presser le colza, ou d'autres plantes sont plus difficiles. Pour les haies naturelles, j'ai cité le prunellier, l'aubépine, la ronce, l'églantier, les sureaux noirs. Alors, toutes les plantes qui ont des épines, elles peuvent constituer des haies défensives, c'est-à-dire qu'elles vont remplacer du barbelé ou du fil pour les animaux. Toutes ces plantes ont un rôle pour les abeilles, pour les pollinisateurs, et ça peut constituer une nourriture pour les oiseaux. La taille peut constituer du BRF, c'est-à-dire un bois qui va être broyé, qui va être mis pour pailler. Il faut éviter à tout prix les tuyas et les camiciparis, qui acidifient les sols. La taille est nécessaire et on a du mal à valoriser les déchets, donc c'est pour faire des voyages à la déchetterie, c'est pas intéressant. Le bois pour la construction, alors j'ai cité du bois qui a une croissance rapide et qui est assez léger, l'épicéa ou le sapin. Et le bois pousse lente mais qui est résistant et solide, le châtaignier et le chêne. Donc j'ai fait une vidéo pour être autonome en boîte d'œuvre. Le bois pour l'extérieur, alors le meilleur bois pour l'extérieur, c'est qui pousse en climat français, ça va être pour moi le robinier, l'acacia. Il est loin devant le châtaignier ou le chêne qui sont d'autres essences naturellement résistantes. Alors je ne veux pas parler des essences peu résistantes qu'on peut par traitement ou par procédé technique rendre plus résistants. Là je veux parler naturellement. Donc pour les piquets, pour tout ce qui est extérieur immergé, l'acacia est le meilleur qui pousse naturellement. La fabrication de tuteurs, j'ai noté noisetier, le bambou. Alors les bambous traçants, je trouve qu'ils font des cannes plus grosses, c'est plus intéressant. Bon, ils sont un peu envahissants, faut un peu les maîtriser. Les cannes de Provence. Le meilleur céréale pour la fabrication de pain, c'est le blé. On peut citer le seigle, mais le pain au blé, je trouve, est meilleur. Beaucoup de gens trouvent qu'il est meilleur. Mais par contre, le seigle, c'est l'une des céréales les plus rustiques, que ce soit au climat froid, en altitude, sur les sols pauvres. Et l'hybride également artificiel entre le blé et le seigle, le triquital, est très intéressant. Et donc il pousse. Et aujourd'hui, il est mis à la place souvent au détriment du seigle en termes de surface. En France ou dans les pays comme la Pologne ou l'Allemagne. Les céréales pour la paille, alors le meilleur sont le seigle par exemple, car il a une pousse assez importante. Et le seigle, il a servi pour différentes choses dans le passé, que ce soit les toits en chaume, la fabrication de paniers, de différentes d'outils, de contenants. Et certains blés à pousse assez haut sont intéressants, mais il faut faire attention à l'averse, c'est-à-dire que si la céréale devient trop haute et qu'elle a poussé trop vite, par exemple avec un excès d'azote, elle va être sensible à la verse. Ça veut dire que le vent, il y a plusieurs types de verse, mais ça c'est le vent qui va casser et ça va être beaucoup plus dur à récolter. On peut avoir des pertes. Donc les céréales les plus riches en énergie, donc là on parle du F, donc c'est dans les unités INRA, unités fourragères. Généralement on se sert de l'orge, du maïs, de l'avoine. L'avoine était donnée aux chevaux par exemple avant. Et le blé était destiné plutôt à l'homme. On a également tous les sous-produits. Les plantes pour la vannerie,
On a le saule et des nombreuses plantes sauvages qui servaient avant à la confection d'objets. Les haies brise-vent, alors pour moi la meilleure plante haie brise-vent c'est le peuplier d'Italie, car il pousse très vite, on peut le planter très rapproché. Donc je vous présenterai le livre de Dominique Solner où il présente également d'autres arbres ou d'autres combinaisons pour avoir une protection, et on dit généralement qu'une haie protège 10 fois la hauteur au niveau du vent pour avoir évité le stress éolien sur les plantes. Pour les arbres qui poussent bien en milieu humide, qui peuvent constituer un drain ou qui vont résister à ce milieu, on a les saules, les peupliers, les aulnes, donc la verne. Les arbres pour l'ombre, j'ai noté le marronnier ou le tilleul. Il y a d'autres arbres, c'est pas exhaustif. L'arbre pour l'agroforesterie, j'ai noté le noyer, les peupliers, les arbres fruitiers griffés sur des porte-greffes vigoureux. Alors j'ai testé cette année la variété nationale greffée sur un sion. Je crois que c'est en demi-tige que j'ai acheté chez le pépiniériste. Donc ça peut faire de l'agroforesterie. Les arbres pour le chauffage, donc on a tous les arbres feuillus. Donc le meilleur, on dit souvent qu'il s'agit du hêtre, du fayard, mais on a également tous les autres arbres, le chêne, le charme, le frêne, et on évite un peu les résineux qui encrassent un peu les cheminées et qui brûlent assez vite. Pour les cordages, on utilisait dans le passé le chanvre. Alors le chanvre, il a un petit défaut, c'est qu'aujourd'hui il est assez difficile de le cultiver. Il faut des dérogations, il faut des déclarations à la préfecture, à la gendarmerie, pour montrer que c'est pas du chanvre destiné au cannabis. Cannabis sativa et contre les cannabis riches en THC, les ronces, les orties. Donc le chanvre, le lin, donc des plantes intéressantes, plus les productions animales, la laine pour les vêtements. Les plantes, on a encore les plantes médicinales qui peuvent être également utilisées en cuisine. Donc dans les plantes les plus efficaces, on a le thym avec des propriétés antibactériennes, antivirales, les romarins, les camomilles, les sauges, la chilée, la sarriette, la menthe, l'origan, les myrtilles, notamment contre la diarrhée, l'ail qui a des propriétés vermifuges sur la tension, sur les bactéries, et également les huiles essentielles issues des plantes aromatiques. Donc l'origan qui est considéré comme une très bonne antibactérienne, mais un peu dermocaustique, la menthe, la lavande, qui a des propriétés antimites, désinfectantes, et également les produits de la ruche. J'ai noté la propolis est très efficace l'hiver sur les problèmes ORL, le miel cicatrisant, anti-toux. Les alternatives au sucre, j'ai noté le miel, le sucre issu de la betterave. Alors stevia, je connais pas trop cette plante, on la cite souvent comme une nouvelle plante intéressante. Donc la canne à sucre, on pourra pas trop le produire en France métropolitaine. Le sirop d'érable, j'ai noté. Les plantes difficiles à cultiver en France. Alors j'ai noté le cacao pour faire du chocolat, le caféier pour faire du café, le bananier. Certains citronniers sont assez sensibles, il faut les rentrer l'hiver. Donc là j'ai testé, j'ai implanté, on m'a donné un citronnier Poncirus, donc pas très bon à manger, quasiment immangeable, pas toxique mais difficile à manger. Et là j'ai testé un autre citronnier. Donc les engrais verts, j'ai noté la facélie, la moutarde, le seigle. On a vraiment beaucoup d'engrais verts. Donc il faudra dissocier celles qui sont gélives, celles qu'il faudra détruire mécaniquement par rouleau faca ou d'autres méthodes. Les plantes pour attirer les pollinisateurs, alors j'ai noté les abeilles sauvages, les bourdons, les abeilles domestiques. On a ce que je peux voir, la facélie, la bourrache, la bruyère, les luzernes au mois d'août qui sont en fleurs, les acacias. Maintenant on va passer à la partie sur les animaux. Alors, les animaux indispensables, la poule est intéressante pour la production des œufs, la valorisation du reste des repas, et on peut parler également de la viande, mais je le mets pas parce que je considère qu'on n'est pas obligé d'avoir des animaux dans le but forcément de les tuer pour la viande. Donc après, l'oie, j'en ai parlé, je trouve que c'est très intéressant, c'est une tondeuse écologique et un système d'alarme dans les fermes, dans les grands domaines. Et avant, on utilisait également l'oie pour les plumes ou les duvets. Le canard, alors on cite souvent le coureur indien comme une bonne gestion des limaces. Alors j'ai jamais testé, c'est ce qu'on peut lire dans les magazines, les livres. Le chat, alors il est ambivalent. Le chat, il est très efficace pour protéger les récoltes de blé, de maïs, contre les souris, les rats. Protection contre les récoltes. Mais le chat, il a un petit défaut, c'est qu'il mange beaucoup d'oiseaux et les oiseaux sont de moins en moins nombreux. Et le chat, il a également un côté affectif et de compagnie.
Le chien, il peut servir au travail sur les troupeaux, à la protection d'une personne, d'une ferme, du système d'alarme, et il a un côté affectif de compagnie. Donc il y a un côté quand même sentimental. Les moutons, les chèvres, j'ai noté que c'était d'excellentes débroussailleuses écologiques. Elles permettent d'entretenir des espaces de moyenne surface. Alors les moutons, ils peuvent servir également pour la laine, la viande, et comme rôle de débroussailleuse. La chèvre, le mouton, il peut faire du lait, mais la chèvre, elle fera plus de lait, et également pour le rôle de débroussailleuse. Après, je vais noter la vache, elle est intéressante pour valoriser des espaces. Hein, donc, on va noter qu'une vache adulte, c'est 1 UGB, donc unité gros bétail. Donc, c'est pour faire l'équivalence avec les chevaux, les moutons. Donc, il y a des coefficients. La vache, elle permet d'éviter la fermeture d'espace. Elle va stopper la succession des stades des successions écologiques au stade juvénile, c'est-à-dire elle va éviter la fermeture du milieu. Elle fait du lait, elle a une croissance assez lente. Et la vache, elle nécessite quand même un espace supérieur à 1 hectare, si on part du principe d'un UGB à hectare, selon une production moyenne de prairies. Le cheval, j'ai noté qu'il était intéressant sur le transport moyenne distance, et intéressant sur la traction, pour les maraîchages, la forêt. Donc on peut aller avoir comme alternative l'âne, qui peut faire de la traction sur des petits espaces, le transport de personnes, de marchandises. Après, j'ai noté le mulet. Alors, le mulet, il est intéressant car il était beaucoup utilisé en montagne. Notamment, il a pas le vertige comme le cheval. Il a un pas sûr et il est assez rustique. Donc, il a quand même des maladies spécifiques au mulet. Mais on dit qu'il a la rusticité de l'âne et la force du cheval. Donc dans les autres animaux de traction, j'ai noté les bœufs, l'âne, le mulet, le cheval de trait. Donc j'ai parlé avec des personnes âgées qui ont connu les deux et souvent ils me considèrent que le cheval de trait est plus avantageux que le bœuf. Donc voilà pour cette synthèse. Si jamais vous pensez que j'ai fait des erreurs, faut le mentionner dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai oublié des plantes ou des animaux ou que j'ai oublié des choses, vous mettez dans le commentaire. Comme ça je pourrais l'améliorer et comme ça je pourrais le publier directement sur le blog, pour que ça soit disponible pour tout le monde. Donc voilà pour cette première version de ce lexique de l'autonomie.